Salut à vous, frères d'armes, soyez les bienvenus sur Stratégos, la chaîne où nous ravivons l'histoire des grands conquérants et stratèges. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans la vie d'Alexandre le Grand, le jeune roi de Macédoine, qui, en à peine une décennie, forgea l'empire le plus vaste de son temps. Un génie militaire dont l'ambition et le leadership firent de lui une légende immortelle. Avant de commencer cette épopée, laissez votre like, commentez, partagez cette vidéo, et abonnez-vous à Stratégos pour continuer à explorer les esprits qui ont changé le destin du monde. Il n'y a pas de frontières pour ceux qui osent les conquérir. Commençons. Partie 1. La forge d'un demi-dieu. En l'an 356 avant Jésus-Christ, à Pella, la bouillonnante capitale du rude et ascendant royaume de Macédoine, naquit un enfant destiné à effacer les frontières du monde connu. Son nom était Alexandre. Il n'était pas le fils d'une lignée quelconque. Son père était Philippe II, le roi borgne et brillant stratège qui avait transformé la Macédoine, d'une terre de barbares aux yeux des Grecs, en la puissance militaire hégémonique de l'Hellade. Sa mère était la passionnée et mystique Olympias, une princesse d'Épire, femme d'une intelligence féroce et d'une dévotion pour les cultes à mystère. Ce fut Olympias qui sema dans l'esprit de son fils la première et la plus puissante des idées, qu'il n'était pas un simple mortel. Elle lui murmurait que son véritable père n'était pas Philippe, mais Zeus lui-même, le roi des dieux, qu'il avait visité sous la forme d'un serpent. Cette croyance en sa lignée divine ne fut pas une simple anecdote, mais le combustible qui allait nourrir une ambition qui ne connaîtrait aucune limite humaine. Philippe, un homme pragmatique et visionnaire, comprit que la force brute ne suffirait pas pour l'empire dont il rêvait. Son héritier avait besoin de l'esprit le plus brillant de son temps. C'est pourquoi il engagea le plus grand des sages, le philosophe qui avait été le disciple de Platon, Aristote. Pendant 3 ans, dans le paisible temple des nymphes, à Miésa, le philosophe instruisit le prince. Non seulement il lui enseigna la rhétorique, la politique et la philosophie, mais il lui ouvrit les yeux sur la médecine, la botanique et la zoologie, lui inculquant une curiosité insatiable pour le monde naturel. Mais de tous les enseignements, aucun ne marqua aussi profondément l'âme d'Alexandre que l'épopée. Il portait toujours sur lui une copie de l'Iliade, annotée par Aristote lui-même. Dans ces pages, il ne voyait pas de la littérature, mais un manuel d'héroïsme. Il devint obsédé par la figure d'Achille, le guerrier invincible et tragique, et se proposa non seulement de l'imiter, mais de surpasser sa gloire, s'assurant que sa propre légende serait chantée pour l'éternité. Sa relation avec son père, Philippe, fut une tempête d'admiration et de conflits. Alexandre idolâtrait le génie militaire de son père, l'homme qui avait créé la formidable phalange macédonienne et qui avait soumis les fières cités-États grecs. Cependant, à mesure qu'il grandissait, la tension entre le roi établi et l'héritier impatient devint palpable. Philippe voyait en son fils un reflet de sa propre ambition, mais aussi le tempérament impulsif et l'influence mystique d'Olympias, qu'il détestait. Le conflit éclata lors du banquet de noces du roi avec une jeune noble macédonienne, Cléopâtre Eurydice. Lorsque l'oncle de la mariée porta un toast à un héritier légitime, Alexandre, sentant son statut menacé, jeta sa coupe et l'insulta. Philippe, furieux et ivre, dégaina son épée pour attaquer son propre fils, mais trébucha et tomba. « Voici l'homme, » se moqua Alexandre, qui se prépare à passer d'Europe en Asie, et qui ne peut même pas passer d'un divan à un autre. L'incident provoqua une rupture qui obligea Alexandre et sa mère à s'exiler temporairement. Malgré cela, sur le champ de bataille, ils formaient une équipe formidable. Lors de la bataille décisive de Chéronée, en 338 avant JC, où Philippe écrasa l'ultime résistance grecque, ce fut Alexandre, à peine âgé de 18 ans, qui mena la charge de cavalerie qui rompit les lignes ennemies, prouvant qu'il était, sans aucun doute, le digne héritier du génie militaire de son père. 2 ans après Chéronée, alors que Philippe préparait la grande invasion de l'Empire perse, le destin prit un tournant brutal. En 336 avant JC, durant la célébration du mariage de sa fille, le roi Philippe II fut assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Les intrigues derrière l'assassinat ne furent jamais totalement élucidées, et les soupçons planèrent toujours sur Olympias, et même sur Alexandre lui-même. Le roi mort, le royaume plongea dans le chaos.
Les ennemis de la Macédoine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, se préparèrent à démembrer l'empire que Philippe avait bâti. Mais ils sous-estimèrent le jeune héritier. Avec une rapidité et une cruauté qui laissèrent tout le monde pantois, Alexandre, à seulement 20 ans, manœuvra pour consolider son pouvoir. Il exécuta ses rivaux au trône, s'assura de la loyauté de l'armée et marcha vers le sud pour écraser les rébellions en Grèce, rasant la ville de Thèbes pour servir d'exemple terrifiant à quiconque oserait le défier. En l'espace de quelques mois, le jeune roi avait non seulement assuré le trône de son père, mais il avait aussi prouvé qu'il possédait une ambition et une détermination encore plus implacables. Le décor était planté. La grande campagne contre la Perse, le rêve de Philippe, serait désormais l'héritage et l'obsession d'Alexandre. Partie 2. La chute du colosse. Une fois son trône assuré par le sang et l'acier, Alexandre s'apprêta à exécuter le grand projet de son père, un rêve qui brûlait désormais en lui avec l'intensité d'une obsession. La conquête du vaste empire perse. Il ne la présenta pas comme une simple guerre de conquête, mais comme une croisade panhellénique, une vengeance sacrée pour les profanations et les invasions que la Perse avait infligées à la Grèce un siècle et demi plus tôt. En tant qu'hégémon, chef suprême de la Ligue de Corinthe, il unit les armées de Macédoine et de Grèce sous une seule et même bannière. Au printemps de 334 avant JC, à la tête d'une armée de moins de 50 000 hommes, il traversa l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Avant de marcher vers l'intérieur des terres, il visita les ruines de Troie, où il rendit hommage devant le tombeau supposé de son héros, Achille, signifiant clairement au monde que sa campagne ne serait pas seulement militaire, mais aussi épique. Le premier grand obstacle l'attendait sur les rives du fleuve Granique. Une armée composée de satrapes perses et de mercenaires grecs s'était rassemblée pour arrêter son avancée. N'écoutant pas les conseils de ses généraux plus prudents qui recommandèrent d'attendre l'aube, Alexandre ordonna une attaque immédiate et audacieuse, traversant le fleuve sous une pluie de projectiles. Menant personnellement sa cavalerie d'élite, les compagnons, il se lança au cœur de la bataille, cherchant le combat direct avec les chefs perses. Dans la fureur des combats, il faillit mourir, mais fut sauvé au dernier instant. Sa témérité et son génie tactique défirent complètement l'armée ennemie. La victoire du Granique fut écrasante et eut un effet domino. Dans les mois qui suivirent, les cités grecques d'Asie mineure, l'une après l'autre, lui ouvrirent de leurs portes, l'acclamant comme un libérateur. La nouvelle de la défaite parvint aux oreilles du grand roi, Darius III, qui, sous-estimant le jeune Macédonien, décida de prendre personnellement le commandement. Il rassembla une immense armée et marcha pour intercepter Alexandre. La rencontre eut lieu en 333 avant JC, sur une étroite plaine côtière près de la ville d'Issos. Le terrain, choisi par Darius, causa sa perte, car il empêchait sa vaste supériorité numérique d'être déployée efficacement. La bataille d'Issos fut un choc frontal entre deux rois. Une fois de plus, Alexandre identifia le centre de gravité de l'ennemi, Darius lui-même. Menant une charge de cavalerie en forme de coin, il se fraya un chemin à travers les lignes perses directement vers le char du grand roi. Darius, voyant le furieux Macédonien chargé sur lui, paniqua, fit demi-tour et s'enfuit du champ de bataille, provoquant l'effondrement de toute son armée. La victoire fut totale. Parmi le butin de guerre se trouvait un prix inattendu et d'une valeur incalculable. La mère, l'épouse et les filles de Darius qui furent capturées. Alexandre, dans un geste de magnanimité qui stupéfia ses contemporains, les traita avec le plus grand respect, comme si elles étaient de sa propre famille. Après Issos, au lieu de poursuivre Darius, Alexandre effectua un mouvement stratégique magistral. Il marcha vers le sud, le long de la côte méditerranéenne, pour neutraliser la puissante flotte perse en conquérant ses bases portuaires en Phénicie. Après le siège brutal de Tyr, il entra en Égypte. Là, il ne fut pas reçu comme un conquérant, mais comme un libérateur. Les Égyptiens, qui haïssèrent le joug perse, l'accueillirent et les prêtres le proclamèrent pharaon, reconnaissant sa supposée lignée divine en tant que fils d'Amon-Zeus après sa visite à l'oracle de Siwa. Durant son séjour, il accomplit l'un de ses actes les plus visionnaires et durables. À un emplacement stratégique du delta du Nil, il fonda la cité d'Alexandrie. Il la conçut non seulement comme une capitale, mais comme un creuset de culture,
un pont entre l'Orient et l'Occident qui allait devenir le plus grand centre de connaissances et de commerce du monde antique. Avec la côte méditerranéenne sécurisée et proclamé Dieu vivant, Alexandre était prêt pour l'affrontement final. Darius, désespéré, avait rassemblé une seconde armée, encore plus grande que la précédente, et l'attendait dans les plaines de Gaugamel, près de l'actuel Mossoul, en Irak. La bataille de Gaugamel, en 331 avant JC, fut le chef-d'œuvre tactique d'Alexandre. Faisant face à un ennemi qui le surpassait en nombre de manière écrasante, avec des chars à faux et des éléphants, il utilisa une formation oblique et une série de manœuvres complexes pour créer une brèche dans la ligne perse. Et comme à Issos, au moment décisif, il chargea avec sa cavalerie directement sur Darius. Pour la seconde fois, le grand roi s'enfuit, scellant l'anéantissement de son armée et le destin de son empire. Peu après, Alexandre entra triomphalement dans Babylone et fut proclamé roi d'Asie. Bien que Darius fût plus tard assassiné par l'un de ses propres satrapes, la victoire de Gaugamel marqua la fin de l'empire achéménide qui avait dominé le monde pendant 2 siècles. À 25 ans, Alexandre était le maître du plus grand empire que le monde ait jamais connu. Partie 3. Faute d'autres mondes à conquérir. Après la victoire de Gaugamel, l'empire perse s'effondra aux pieds d'Alexandre. Il entra dans la légendaire Babylone, non comme un destructeur, mais comme un libérateur, rendant hommage à ses dieux et s'attirant les faveurs de la population. De là, il marcha vers les autres grandes capitales. Suse, avec ses trésors inimaginables, tomba entre ses mains sans opposer de résistance. Puis, il se dirigea vers le cœur cérémoniel et spirituel de l'Empire, Persépolis. Dans ses majestueux palais, il s'empara d'une fortune si vaste qu'il fallut des milliers de mules et de chameaux pour la transporter. Mais le séjour à Persépolis culminerait par un acte au symbolisme terrible. Après un banquet, le grand palais de Xerxès fut consumé par les flammes. Les historiens antiques débattent pour savoir s'il s'agissait d'un acte prémédité de vengeance pour l'incendie d'Athènes durant les guerres médiques, ou du résultat d'une beuverie tumultueuse. Quelle qu'en fût la cause, le message fut sans équivoque. La dynastie des Achéménides avait pris fin et un nouvel ordre, le sien, avait commencé. Tandis que les capitales tombaient, le roi fugitif, Darius III, s'enfuyait vers les satrapies orientales dans l'espoir de rassembler une nouvelle armée. Alexandre, déterminé à légitimer sa conquête en capturant ou en tuant son rival au combat, se lança dans une poursuite implacable. La chasse à l'homme se prolongea durant des mois à travers de vastes territoires arides. Finalement, à l'été 330 avant JC, alors qu'Alexandre était sur le point de le rattraper, Darius fut trahi et assassiné par ses propres généraux, menés par le satrape Bessus, qui s'autoproclama nouveau roi. La réaction d'Alexandre, en découvrant le corps agonisant de son adversaire, révéla la complexité de son caractère. Au lieu de célébrer la mort de son ennemi, il se couvrit le visage et pleura. Il accorda à Darius des funérailles royales avec tous les honneurs à Persépolis et s'érigea en son vengeur. La poursuite de Darius se transforma en la traque de Bessus, qu'il finit par capturer, torturer et exécuter pour le crime de régicide. En punissant les traîtres, Alexandre non seulement honorait son rival, mais se positionnait comme le successeur légitime du trône perse. Avec l'ancien empire sous son contrôle nominal, Alexandre s'enfonça dans les vastes et sauvages terres d'Asie centrale, les satrapies de Bactriane et de Sogdiane, territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Afghanistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ici, la guerre changea radicalement. Il n'affrontait plus des armées organisées dans des batailles rangées, mais une résistance féroce et décentralisée. Une brutale guerre de guérilla menée par des chefs de guerre comme Spitamenès. Pendant près de 3 ans, il combattit sur un terrain montagneux et impitoyable, fondant des cités-forteresses pour pacifier la région. Beaucoup d'entre elles nommées Alexandrie en son propre honneur. Ce fut au cours de ce conflit ardu qu'il prit l'une de ses décisions les plus importantes et stratégiques. En 327 avant JC, il épousa Roxane, la magnifique fille d'un noble sogdien. Ce mariage ne fut pas seulement un acte d'amour ou de désir, mais un brillant geste politique. En s'unissant à une princesse locale, il cherchait à jeter un pont entre Macédoniens et Perses, à fusionner les cultures d'Orient et d'Occident et à légitimer son gouvernement, jetant les bases d'un nouvel empire multiculturel. Cependant, à mesure qu'Alexandre s'enfonçait plus profondément en Asie et adoptait de plus en plus les coutumes perses, comme le port de vêtements royaux et l'introduction de la proskinèse, l'acte de se prosterner devant le roi, la tension avec ses propres hommes commença à croître dangereusement.
Ses généraux et vétérans macédoniens, qui l'avaient suivi à travers déserts et montagnes, le voyaient comme leur roi, un premier parmi ses pairs, non comme un despote oriental qu'ils devaient adorer comme un dieu. Cette friction culturelle et politique explosa de manière tragique en 328 avant J.C. Lors d'un banquet à Samarcande, un Alexandre ivre s'engagea dans une discussion houleuse avec Kleitos le Noir, l'un de ses généraux les plus loyaux et l'homme qui lui avait sauvé la vie à la bataille du Granique. Kleitos, également ivre, lui reprocha son adoption des coutumes barbares et méprisa ses accomplissements en comparaison de ceux de son père, Philippe. Aveuglé par la colère, Alexandre saisit un javelot et transperça son ami, le tuant sur le coup. Le remords qu'il ressentit fut si profond qu'il passa les 3 jours suivants enfermé dans sa tente, pleurant et refusant de manger, jusqu'à ce que ses soldats le supplièrent de reprendre le commandement. Le meurtre de Kleitos fut un tournant, une terrible démonstration de la manière dont le pouvoir absolu et la pression de sa propre légende étaient en train de transformer le conquérant en tyran. Partie 4. La limite du monde. Après avoir pacifié la Bactriane et la Sogdiane, l'appétit de conquête d'Alexandre n'était pas assouvi. Son regard se tourna vers l'Est, vers les terres légendaires et fabuleusement riches de l'Inde. Poussé par le désir d'atteindre les confins du monde, en 327 avant J.C., il traversa les imposantes montagnes de l'Hindu-Kush et descendit vers la vallée du fleuve Indus, pénétrant dans un sous-continent de royaumes guerriers et de cultures millénaires. L'affrontement le plus formidable de cette campagne eut lieu sur les rives du fleuve Hydaspe. Là l'attendait le roi Poros, un monarque à la stature gigantesque, à la tête d'une puissante armée qui comprenait une terrifiante phalange d'éléphants de guerre, une vision qui sema la panique parmi les Macédoniens. Dans l'une de ses batailles les plus brillantes et les plus risquées, Alexandre divisa ses forces et, au milieu d'une tempête de moussons, traversa le fleuve en crue par un flanc pour surprendre l'armée de Poros. La bataille fut brutale et sanglante, mais la supériorité tactique d'Alexandre s'imposa une fois de plus. L'issue de la bataille révéla la grandeur des 2 rois. Poros, blessé mais indomptable, fut capturé et amené devant Alexandre. Lorsque le conquérant lui demanda comment il souhaitait être traité, le roi indien répondit avec une dignité impériale, « Comme un roi ». Alexandre, rempli d'admiration pour la bravoure et la prestance de son ennemi, non seulement lui rendit son royaume, mais l'agrandit en faisant un précieux allié. Il intégra les troupes indiennes à sa propre armée, poursuivant sa politique de fusion culturelle et militaire, convaincu que la force de son empire résidait dans l'union et pas seulement dans la conquête. Après la victoire sur l'Hydaspe, Alexandre aspirait à continuer sa marche vers l'est, vers le grand fleuve Gange, croyant qu'au-delà se trouvait l'océan qui marquait la fin du monde. Mais son ambition avait dépassé la résistance de ses hommes. Sur les rives du fleuve Iphase, l'armée, qui l'avait suivi pendant 8 ans sur plus de 17 000 kilomètres de marche et de bataille, se mutina. Ils étaient épuisés, décimés par les maladies, nostalgiques de leur foyer et terrifiés par les récits d'armées encore plus grandes et d'innombrables éléphants qui les attendaient. Pour la première fois, l'invincible Alexandre affronta un ennemi qu'il ne pouvait vaincre, la volonté de ses propres soldats. Pendant 3 jours, il s'enferma dans sa tente, furieux et humilié, mais dut finalement céder. Il accepta de faire demi-tour. Sur la rive de l'Iphase, il fit ériger 12 autels monumentaux aux dieux de l'Olympe, marquant pour la postérité la limite orientale de son incroyable expédition. La décision de rentrer marqua le début de l'un des chapitres les plus terribles de sa campagne. Pour retourner à Babylone, il divisa son armée. Une partie, sous le commandement de Néarque, naviguerait le long de la côte de l'océan Indien. Lui, dans un acte d'orgueil démesuré, et peut-être pour surpasser les exploits des héros mythiques, décida de mener le reste de ses troupes à travers l'inhospitalier et brûlant désert de Gédrosie, dans le sud de l'actuel Pakistan. Le voyage fut une catastrophe. La chaleur extrême, le manque d'eau et la pénurie de nourriture décimèrent son armée d'une manière qu'aucune bataille n'avait réussi. Hommes, femmes et bêtes de somme périrent par milliers dans les sables ardents. Quand il atteignit enfin la Perse, il avait perdu une grande partie des vétérans qui avaient conquis le monde avec lui.
En arrivant à Suse en 324 avant JC, il organisa un événement sans précédent pour consolider l'union de ses domaines, les noces de Suse. Lors d'une cérémonie de masse, il obligea 80 de ses hauts officiers à épouser des femmes de la noblesse perse, tandis que lui-même prenait 2 princesses perses comme épouses supplémentaires. C'était l'aboutissement de sa politique de fusion, une tentative de créer une nouvelle élite dirigeante gréco-perse. Ces années de conquête incessante et de pouvoir absolu avaient profondément transformé Alexandre. Le charismatique roi macédonien, le premier parmi ses pairs, avait laissé la place à un monarque absolu aux airs de divinité. Il avait complètement adopté la tenue et le cérémonial de la cour perse, exigeant de ses sujets, y compris de ses compatriotes macédoniens, qu'ils se prosternent devant lui, un acte que les Grecs considéraient comme blasphématoire et réservé uniquement aux dieux. Cette orientalisation de sa figure engendra un ressentiment et une tension croissant dans son cercle intime. Ses vétérans, qu'il avait reconnus comme un compagnon d'armes, voyaient désormais un despote distant, entouré d'eunuques et de courtisans perses. La brèche entre le conquérant et ses conquérants se creusait de plus en plus profondément, semant les graines de la discorde au cœur même de son empire nouvellement forgé. Partie 5. L'héritage du monde. À son retour à Babylone, le cœur administratif de son empire, Alexandre ne montra aucun signe de vouloir se reposer. Pour lui, la conquête de la Perse et de l'Inde n'était pas la fin, mais le prélude. Son esprit infatigable était déjà plongé dans la planification de nouvelles et grandioses campagnes. La plus imminente était la conquête de la péninsule arabique, une expédition qui sécuriserait les routes commerciales et étendrait sa domination jusqu'à la mer Rouge. On parlait de plans encore plus audacieux, une circumnavigation de l'Afrique et une confrontation éventuelle avec les puissances émergentes de la Méditerranée occidentale, Carthage et Rome. En même temps, il travaillait fiévreusement à consolider le vaste et hétérogène empire qu'il possédait déjà. Il ordonna l'exploration de nouvelles routes maritimes, planifia la construction de ports et de routes et surtout intensifia ses efforts pour créer une élite dirigeante unifiée, en intégrant des milliers de jeunes Perses dans les rangs de son armée et de son administration. Sa vision était celle d'un empire sans fissure, gouverné par une aristocratie gréco-perse loyale uniquement à lui. Mais le destin avait d'autres plans. Fin mai de l'an 323 avant JC, après un banquet prolongé et une nuit de célébration, Alexandre tomba malade. Ce qui semblait au départ une fièvre passagère se transforma rapidement en une maladie débilitante. Pendant 10 jours, l'homme qui avait survécu à d'innombrables blessures sur le champ de bataille lutta pour sa vie, cloué au lit. La fièvre le consumait, paralysant son corps, bien que son esprit, selon les récits, soit resté lucide presque jusqu'à la fin. La nouvelle de son état critique se répandit dans Babylone, et ses loyaux vétérans macédoniens, en proie à la panique, forcèrent l'entrée du palais pour défiler en silence devant leur roi agonisant dans un dernier et muet adieu. Finalement, le 10 ou 11 juin 323 avant JC, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, hégémon de Grèce, pharaon d'Égypte et roi d'Asie, mourut. Il n'avait que 32 ans. La cause exacte de sa mort demeure l'un des grands mystères de l'histoire. Les sources antiques sont ambiguës. Les théories modernes suggèrent qu'il aurait pu succomber à une maladie infectieuse, comme le paludisme ou la fièvre typhoïde, exacerbée par son corps affaibli par les blessures et la consommation excessive d'alcool. Cependant, la suspicion d'empoisonnement n'a jamais complètement disparu. Dans un empire rempli d'intrigues et avec un roi qui avait exécuté plusieurs de ses anciens compagnons, les ennemis ne manquaient pas. Mais sans preuve concluante, la mort d'Alexandre reste enveloppée dans la légende, aussi dramatique et incertaine que sa propre vie. Sa mort laissa un vide du pouvoir aussi immense que l'empire qu'il avait créé. Il n'avait pas désigné d'héritier clair. Lorsque ses généraux lui demandèrent sur son lit de mort à qui il léguait son empire, sa réponse supposée fut « au plus fort ». Cette sentence ambiguë fut une prophétie de guerre. Ses généraux les plus puissants, connus sous le nom de diadoques, les successeurs, se lancèrent immédiatement dans une lutte brutale pour le contrôle. Pendant près d'un demi-siècle, les guerres des diadoques déchirèrent l'empire. Finalement, le rêve d'un monde unifié d'Alexandre vola en éclats. De ses ruines émergèrent plusieurs royaumes hellénistiques,
parmi lesquelles se distinguèrent l'Égypte ptolémaïque, fondée par son général Ptolémée, l'empire séleucide en Asie, fondé par Séleucos, et la dynastie des Antigonides en Macédoine. L'empire s'était fragmenté, mais la graine qu'Alexandre avait semée avait déjà germé. L'héritage d'Alexandre le Grand transcende de loin ses conquêtes militaires. Sa plus grande réussite fut la diffusion de la langue, de la culture, de l'art et de la pensée grecque dans tout le Proche-Orient et l'Asie. En faisant tomber les barrières entre l'Orient et l'Occident, il inaugura une nouvelle ère dans l'histoire, l'époque hellénistique. Au cours des 3 siècles suivants, la culture grecque fusionna avec les traditions locales, créant une civilisation hybride et vibrante qui produisit des avancées extraordinaires dans la science, la philosophie et l'art, et dont le centre névralgique fut la ville qu'il fonda, Alexandrie. Dans le domaine militaire, ses tactiques et stratégies furent étudiées pendant des millénaires. Sur le plan politique, sa vision d'un empire multiculturel et sa propre figure de monarque divinisé créèrent un précédent qui allait influencer le concept d'empire pour toujours. Sa vie, une épopée d'ambition, de génie et de gloire, fit de lui le modèle archétypal du meneur d'hommes et du conquérant. Des Césars romains comme Pompée et Jules César, qui pleurèrent devant son tombeau de ne pas avoir égalé ses exploits, à Napoléon Bonaparte, qui portait avec lui un livre sur ses campagnes. Des générations d'hommes parmi les plus puissants de l'histoire ont regardé Alexandre non pas comme un simple mortel, mais comme la personnification même de la gloire immortelle. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et partager la vidéo pour toucher plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À la prochaine, frères d'armes.